Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui le professeur Albert Bourgi. Albert Bourgi est professeur émérite de droit public. Merci M. Albert Bourgi d'avoir accepté notre invitation. Ce 28 janvier, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, sera jugé à la CPI. C'est le premier président de la République qui a été évincé du pouvoir à être devant cette juridiction. Quelle analyse faites-vous de cela? Écoutez, d'abord, de montrer que, au fond, cette procédure qui n'arrête pas de durer, ça fait. Laurent Gbagbo est à La Haye depuis plus de 4 ans, près de 5 ans, sans qu'un début de procès n'ait eu véritablement lieu. Ça veut dire tout simplement que ce qui se passe aujourd'hui dans le cas de Laurent Gbagbo est révélateur véritablement de l'incurie de cette Cour pénale internationale. Même pas l'incurie par son personnel lui-même, mais par la nature même de l'institution. C'est-à-dire que c'est une institution qui a toutes les apparences d'un organe judiciaire, notamment le cérémonial, tout ce qu'on veut, mais qui, dans le fond, n'est qu'une institution purement et simplement politique, qui a été intégrée progressivement dans le système international, qui est contrôlé, bien évidemment, par les grandes puissances. Aujourd'hui, à l'évidence, et malheureusement, je crains fort que ça soit encore un moment de comment dirais-je, de retard et presque d'arrêt, en quelque sorte, pour la procédure en cours, et en particulier en arriver enfin à quelque chose de concret en matière de justice, et non pas simplement à recueillir des charges ou un dossier à charge contre Gbagbo, qui est un dossier à charge totalement futile, absolument unilatéral. C'est-à-dire que le drame, si vous voulez, dans le cas de l'actuelle Cour pénale internationale, je pense notamment au procureur Fatou Bensouda, c'est qu'elle a hérité d'un paquet, malheureusement, totalement déshonorant, en tout cas pour une institution judiciaire. Elle a hérité de cela, et au lieu d'aller au fond, elle a continué purement et simplement, elle a poursuivi plutôt les mêmes méthodes que Moreno Ocampo, qui a été, vous le savez très bien, extrêmement décrié, l'Argentin, qui a été presque obligé de quitter l'organisation, si tant est qu'on voulait qu'elle soit crédible. Oui. Aujourd'hui, elle s'en défend en disant qu'elle a fait une enquête en Côte d'Ivoire sur le terrain, qu'il y a eu beaucoup de témoins qui ont été entendus, qu'il y a quand même plus de 3000 morts par rapport à cette affaire. Oui, mais attendez, il y a eu plus de 3000 morts. C'est pas peu de 3000 morts, il y a eu 7000 morts. Mais on a recensé les morts d'une partie, c'est triste à dire, et on a oublié complètement les morts d'autres parties. Il y a eu 4000 à 5000 morts dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a eu, n'oublions jamais aussi, Alassane, qu'il y a eu, avant même qu'il y ait finalement, la mise en place du pouvoir qui était incarné par Laurent Gbagbo, il y avait eu, comment dirais-je, cette rébellion de 1900, lorsque la rébellion du 19 septembre 2002, cette rébellion, vous savez très bien qu'elle a été extrêmement violente, elle a duré 10 ans, elle a entraîné la partition du pays, et évidemment avec ces lots, malheureusement, de victimes innocentes. Il y a eu notamment quelque chose d'absolument monstrueux qui a été d'ailleurs largement mentionné par un rapport d'Amnesty International, c'était les centaines de gendarmes à Bouaké, qui avaient été purement et simplement mis dans une citerne et purement et simplement étouffés, qui sont morts d'étouffement. Donc tout ça, si vous voulez, la chambre préliminaire de la Cour avait demandé précisément qu'on remonte à 2002, le 19 septembre, jusqu'à justement l'élection, et qu'on s'arrête au début de la crise, en particulier, bien sûr, début de la crise en 2010. Nous sommes bien d'accord là-dessus, sauf que ce rapport est resté caduc, et personne ne l'a véritablement intégré. C'est-à-dire que Moreno Ocampo a fait fi de ce rapport préliminaire de la Cour pénale, a fait fi de ce rapport, et semble-t-il, Fatou Bensouda essaye de se justifier à ce propos, et en soulevant des arguments absolument factices. Je crois franchement qu'aujourd'hui, on le disait, vous savez, on dit attendez, un tel c'est un ami de Gbagbo, un tel il s'approche de Gbagbo. Aujourd'hui, les observateurs les plus avisés, il y a un bouquin, un livre qui vient de sortir, écrit par la correspondante du journal Le Monde, qui n'était pas jusque-là très, disons, très même, en tout cas favorable à un procès véritablement juste et fondé, en tout cas sur des arguments de droit.
à propos de Gbagbo, et qui aujourd'hui dit tout simplement que la Cour, elle est factice. Elle est factice. Fatou Bensouda s'en défend. Elle est passée sur ce plateau en disant que l'enquête qu'elle est en train de faire en Côte d'Ivoire, c'est aussi bien à charge qu'à décharge. Qu'elle va aussi faire une enquête de côté dans la Séné Ouattara. C'est comme zone qui gérait la situation en Côte d'Ivoire. Mon cher ami, elle dit ce qu'elle a envie de dire, Fatou Bensouda. Mais en attendant les mandats d'arrêt, justement, lancés contre les chefs de guerre, dont on parlait à l'instant, de la rébellion ivoirienne, celle qui a été déclenchée en 2012, le 19 septembre 2012, avec le soutien de ce qu'on appelle aujourd'hui le RSP, la garde prétorienne de Blaise Compaoré. Donc simplement ce qu'elle dit est pas faux, sauf que n'est pas faux en tant que tel dans son esprit, sauf qu'elle a oublié les mandats d'arrêt qui sont sous-scellés depuis plusieurs années à l'encontre justement de ces chefs de guerre, qui sont reconnus comme ayant été coupables d'exactions invraisemblables. Je prenais le cas justement de ce rapport d'Amnesty sur Bouaké, la centaine de gendarmes qui sont morts étouffés. Il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Et puis il y a eu surtout, après, si vous voulez, déclenchement de la crise post-électorale en novembre-décembre, c'est vrai, 2010, mais ça s'est poursuivi jusqu'en avril, jusqu'à l'arrestation de Gbagbo, le 11 avril donc 2011. Il y a eu des campagnes véritablement dévastatrices qui ont été menées dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a eu 3000 morts recensés à Douékoué. Et à ce moment-là, se trouvait pas loin, du côté de Daloa, dans la région, le chef de guerre qui s'appelle Guillaume Soro, dont on sait exactement aujourd'hui de quoi il retourne avec ce personnage. Aujourd'hui, si on déclenche une enquête concernant justement cette partie-là, gérée par Guillaume Soro et Alassane Ouattara, ceux qui étaient avec lui, est-ce que ce n'est pas la déstabilisation de la Côte d'Ivoire qui risque d'être d'abord-lieu? Oui, mais si vous voulez, je crois que ce qui se passe depuis quelques semaines, avec notamment la mise en cause, tout simplement, de Guillaume Soro, la complicité de Guillaume Soro avec justement ceux qui voulaient absolument retourner la situation au Burkina Faso, justement, pour remettre en selle Blaise Compaoré. Ce qui se passe et les complicités qu'il y a entre bien sûr Guillaume Soro et Diane Diéré, c'était le chef de cette fameuse milice, de cette fameuse garde prétorienne de Blaise Compaoré. Il n'y a pas que ça, il y a aujourd'hui le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, chef d'état-major, Bakayoko, qui était à ce moment-là le chef justement de la rébellion. Qui était le chef de la rébellion, et ce monsieur a, il y a quelques jours, conversé. Cette conversation téléphonique ne vient pas des Gbagboïstes, elle vient d'une radio internationale, RFI, qui n'est pas cataloguée parmi les amis de Laurent Gbagbo. Alors franchement, je crois qu'il faut vraiment remettre les pendules à l'heure et montrer, et en tout cas démontrer, et je crois que ça sera fait, ça commence fort heureusement à être compris par beaucoup d'observateurs, qu'au fond, la Cour pénale internationale, dans cette affaire Gbagbo, joue la montre, elle le retient, comme c'est le cas malheureusement pour cette Cour pénale internationale qui sert de garde-fou pour les grandes puissances qui sont impliquées. C'était la France en particulier dans le cas de Gbagbo, c'est clair et net. Garde-fou pour les grandes puissances et bien évidemment pour la clientèle politique locale. Ouattara, tranquille, le jour où Gbagbo sortira, je ne sais pas ce que Ouattara deviendra. Vous savez, l'ombre de Gbagbo, tout le monde vous le dit, vous êtes un observateur avisé. L'élection présidentielle s'est déroulée, dit-on, dans le calme, mais tout le monde sentait quelque part qu'il y avait l'ombre de Gbagbo. Gbagbo est resté ce qu'il est. Il y a même un côté mystique, sans aucun doute, autour du personnage. Mais je dois dire que ce qui ressort, en tout cas moi ce que je retiens, puisque je l'ai rencontré à plusieurs reprises, cette espèce de calme, aucune acrimonie, simplement convaincu, si vous voulez, qu'il a été accusé à tort et qu'en réalité, il a été purement et simplement déporté à La Haye par la seule volonté du pouvoir politique français de l'époque, c'est-à-dire Sarkozy. Donc à partir du moment où il s'est installé dans cette certitude, il est, j'ai envie de dire presque, non pas, il est convaincu qu'à un moment ou à un autre, les choses bien sûr vont changer. La perception justement de ce qui s'est passé, de cette crise post-électorale, elle va être totalement, disons, modifiée. Cette perception va retrouver fort heureusement, en quelque sorte, sa juste mesure. Je lisais récemment, je ne sais même pas si c'est sorti, cet ouvrage, du représentant spécial des Nations Unies, bien sûr, en Côte d'Ivoire, pendant la crise, Choi, le fameux Sud-Coréen. Mais c'est grotesque, c'est un des bouquins publiés par les éditions Michel Lafon, dont on sait qu'il faut payer, grassement payé, financé entièrement par Ouattara, et comme par hasard, monsieur Choi écrit bien le français. Alors, personne n'a vu ce livre. Il a été
complètement financé par le pouvoir, histoire sans aucun doute de marteler. Vous avez déjà vu un représentant des Nations Unies dans un pays en conflit, en crise, s'étaler pour dire voilà, c'est lui qui a tort, on lui a dit ça, il ne l'a pas fait, etc., etc. Franchement, dans cette affaire, l'injustice est partout totale. Malheureusement, face à une institution judiciaire qui est censée, en tout cas, proclamer en quelque sorte ou confirmer le droit et en tout cas rendre justice en quelque sorte en toute impartialité, malheureusement ce n'est pas encore le cas, peut-être que ça viendra. Mais si vous dites aujourd'hui que c'est parce que le gouvernement français a voulu l'ancien gouvernement de Sarkozy a voulu qu'on arrête Laurent Gbagbo, qu'on le mette quelque part en déportation à La Haye, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la CPI, comme vous le semblez le dire, est à la merci des puissances occidentales contre les chefs d'État africains? Bien sûr. Contre les chefs d'État africains, on les sélectionne. Il y a des chefs d'État africains plus dociles. Hein. Gbagbo a eu peut-être aux yeux des responsables politiques français d'être exigeant en matière d'exercice de la souveraineté, l'exercice de la souveraineté ivoirienne. Parce qu'il y avait des enjeux financiers derrière. Il y avait les Chinois qui voulaient prendre le pétrole ivoirien. C'est pas le Chinois, c'est un tout. Peut-être que, bon, c'est quelqu'un qui était engagé, qui avait un discours politique qui tranchait, et surtout dans un pays qui était considéré un petit peu comme le jardin fleuri de la France-Afrique. Donc le jardin fleuri, ça signifie, au fond, c'est là qu'on faisait les meilleures affaires, c'est là que les ambassadeurs étaient en poste pendant plus de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et le dernier ambassadeur qui a défrayé la chronique, c'est celui qui était présent lorsque la résidence de Gbagbo a été attaquée, envahie, et qu'on l'a sortie dans les conditions que tout le monde a pu observer, monstrueuses. Eh bien cet ambassadeur était là à côté, il rigolait parce que la résidence de l'ambassadeur de France est contiguë à la résidence du président de la République. Et pendant très longtemps, il y avait un souterrain qui reliait l'ambassade de France à la résidence, et que ce souterrain que Laurent Gbagbo a bouché purement et simplement lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Et ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire tout simplement que c'est évident. Vous savez, je parlais tout à l'heure de déportation, ça nous ramène un petit peu à la période coloniale. Hein. Il y avait des chefs politiques, des chefs religieux qu'on déportait. Il a été envoyé à La Haye, purement et simplement, pour tracer la route en quelque sorte baliser la route à Ouattara et faire en sorte qu'au fond il puisse gouverner, diriger la Côte d'Ivoire sans la crainte qu'il puisse à un moment ou à un autre faire face à une révolte quelle qu'elle soit, ou en tout cas à une opposition qui serait en tout cas farouche, qui pourrait le mettre à mal, en tout cas dans l'exercice du pouvoir. Je comprends bien, vous voulez dire aujourd'hui que le droit international est en train de supplanter les constitutions des pays africains. Oui, mais bien sûr. Mais attendez, c'est pour ça que je crois qu'on parle, puisqu'on parle de constitution, il y a un débat, tant mieux, ça montre la vitalité politique finalement la vitalité politique finalement au Sénégal. Avant, on peut discuter les thèses de tel ou tel constitutionnaliste, mais aujourd'hui ce qui est extrêmement, me semble-t-il, grave, c'est qu'il y a des accords internationaux qui exercent leur suprématie sur le droit constitutionnel. Lorsqu'il y a un pays en guerre, un pays en conflit, qu'est-ce qui se passe? On signe des accords, il y a une période, dit-on, de transition, et à l'issue de laquelle, eh bien, on liste tout simplement les futurs candidats. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous savez, l'élection de 2010, par exemple, les candidats, c'était les candidats qui avaient été mentionnés par l'accord de Marcoussis, qui disait que tous les signataires de l'accord de Marcoussis étaient potentiellement candidats à la prochaine élection présidentielle. Et c'est là-dessus que s'est fondée, par exemple, la candidature de Ouattara, celle de Bédié, et bien d'autres d'ailleurs. Et j'ajouterais tout simplement que ces candidatures, finalement, valaient sans doute pour celle qui venait après, et pour justement l'élection, la dernière élection, le Conseil constitutionnel, qui avait été un petit peu chambardé, pardonnez-moi l'expression, puisque le président du Conseil constitutionnel ivoirien a démissionné, Francis Vaudier, considéré comme un des meilleurs constitutionnalistes africains. On y a mis à sa place un homme lige, disons, du pouvoir, véritablement, qui a trouvé une formule pour justifier la candidature de Ouattara. C'est, je crois, l'éligibilité dérivée. C'est-à-dire, à l'instant qu'il y a eu Marcoussis, eh bien, c'est un petit peu qu'il a été candidat. Il doit être dans le droit fil, finalement, de cette décision prise en 2012, dans le droit fil, et bien évidemment, être à même d'être candidat. Alors qu'il aurait pu, par exemple, pour dire tout simplement, puisqu'on parle de constitution, il aurait pu, pour cette nouvelle candidature, vous savez, pour 2015, il aurait pu tout simplement décider comment dirais-je, d'en appeler au peuple et de réviser
la Constitution, puisque la Constitution ivoirienne l'oblige, dès l'instant qu'il s'agit de l'élection du président de la République, il faut nécessairement passer par la voie référendaire. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas fait? Gbagbo en procès. À l'issue de ce procès, si Gbagbo est libre, qu'est-ce qui va se passer? Bah, écoutez, ce qui va se passer, une chose est sûre, c'est que Gbagbo a aujourd'hui, franchement, je dis ça parce que je le constate et je le vois non seulement là où je suis, pour le moment en France, et même au Sénégal, où au Sénégal, à un moment donné, en disant que Gbagbo, l'ivoirité, bon attendez, qui est le tenant de l'ivoirité? C'est l'allié de Ouattara, Bédié. Et aujourd'hui, il y a une forme, je vais redire, un parallélisme par rapport à l'ivoirité, c'est le rattrapage ethnique hein, que prône Ouattara. C'est plus le rattrapage ethnique, d'ailleurs, c'est le dépassement ethnique. Franchement, laissons parler la démocratie pour peu qu'elle soit véritablement réelle, qu'elle soit bien entretenue et surtout qu'elle soit respectée dans ses règles les plus fondamentales. Et dans un autre scénario, si Gbagbo est condamné, qu'est-ce que ça va? Ben, écoutez, moi franchement, je ne pense pas à cette hypothèse. Je ne pense pas à cette hypothèse parce que le dossier à charge est absolument fragile, est absolument inexistant. Il n'y a pas grand-chose. Et puis, on ne peut pas à la fois dire Gbagbo, on va le punir, on va le sanctionner, on va encore, comment dirais-je, le maintenir en détention, alors que tous les autres protagonistes qui ont été ce qu'ils ont été, ces fameux chefs de guerre, sont en principe sous mandat d'arrêt depuis plusieurs années. Hein. Et ces mandats d'arrêt sont sous scellés. On a l'impression qu'on joue la montre. Je disais tout à l'heure, vous savez, les garde-fous, il s'agit tout simplement de ménager le pouvoir en place, faire en sorte qu'il ne soit pas finalement, comment dirais-je, quelque peu déstabilisé par les opposants. On l'a vu, vous savez, il y a eu le cas de Jean-Pierre Bemba, qui est à La Haye, mais il a été à La Haye, non pas pour ce qui concerne son pays, c'est-à-dire la RDC, mais pour la Centrafrique. Oui. La Centrafrique, on a dit que sa milice était venue. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a amené à La Haye, tout simplement pour empêcher qu'il se présente contre Kabila. Vous vous souvenez sans doute, à cette fameuse élection, il l'a talonné. Il l'a talonné, alors on s'est dit, allez, il faut le dégager. Il faut le dégager, et puis c'est vrai que tout ça met en évidence, me semble-t-il, la politisation, extrême politisation, de la Cour pénale internationale, qui est devenue au fil des ans, au fil du temps, comment dirais-je, une sorte de filiale du système international. Elle a été purement et simplement intégrée dans le système international. Ce système international, vous le savez très bien, qui est contrôlé étroitement par les grandes puissances et particulièrement par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Vous savez que dans les modes de saisine, le Conseil de sécurité joue un rôle, il peut lui-même à tout moment, bien évidemment, saisir la Cour pénale contre, en tout cas demander à ce que la Cour pénale se saisisse d'une affaire, et en particulier défaire devant elle tel ou tel homme politique, certes, et puis au-delà de ça, ça montre bien que le poids réel, si vous voulez, de ce système international, dont les puissances, les grandes puissances sont aujourd'hui les maîtresses absolues. Il faut être sérieux. Ce ne sont pas malheureusement les récriminations, elles sont utiles parfois, qu'on entend du côté de l'Union africaine, qui viendront contrebalancer pour une raison très simple, c'est que l'Afrique ne joue pas véritablement son rôle dans ce domaine. À mon avis, à votre avis, il faudrait réformer cette Cour pénale internationale pour qu'elle ait sa vraie... Bien sûr. Comment on appelle ça, sa vraie nature, sa vraie puissance, qu'il joue son rôle complètement. Parce que ce qui se passe aussi au Burundi aujourd'hui, c'est inquiétant, où tous les jours on parle de mort dans la rue. Bien sûr, mais personne pour le moment. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Écoutez, je disais tout à l'heure la France, attendez, on n'a jamais vu un président de la République traverser quasiment les océans, partir. Sarkozy était parti quasiment en mission pour dégommer, pardonnez-moi l'expression, Gbagbo. Il est allé à Addis Abeba en janvier, il a empêché le médiateur de l'Union africaine, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert, José Brito, d'aller justement proposer un compromis politique à Gbagbo, qui aurait pu l'accepter. Il a forcé les choses et il l'a dit publiquement, je crois qu'il a même écrit qu'au fond, il fallait qu'il ait véritablement la peau de Gbagbo, lui donner une leçon. On l'a vu à l'élection. Personne, mon cher ami, personne ne peut vous... On nous a donné des pourcentages. Il serait intéressant de savoir quels sont les chiffres vraiment, les résultats chiffrés de cette élection présidentielle. Personne ne les a. Il y a des pourcentages qui ont été donnés par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, bien sûr, et je mentionne au passage, malheureusement, il aurait pu être un témoin intéressant, le directeur de la division électorale
qui était un Sénégalais, et c'était sec, hein, est mort dans un accident d'avion au Congo-Kinshasa, accident d'avion, d'ailleurs un avion de l'ONU. Là, on a pratiquement, on est en fait sans véritablement témoignage. Ce que je voulais simplement, si vous voulez, ajouter à propos de cette institution, c'est qu'en réalité, franchement, elle joue sa crédibilité, je l'ai dit tout à l'heure, mais je crains fort qu'elle soit incapable de jouer véritablement sa crédibilité. On le voit par exemple avec les démissions, on en a parlé tout à l'heure, des juges, alors qui sont-ils, que vont-ils faire, que vont-ils décider? Enfin, j'espère et je pense quand même qu'à un moment ou à un autre, la raison l'emportera sur l'espèce de vengeance ou d'hostilité qui ont marqué finalement la déportation de Gbagbo à La Haye. Vous savez, ça me fait penser à l'époque coloniale. Hein, quand je le disais tout à l'heure, un Génin, on l'envoyait, on l'a même vu pour des chefs religieux, on les éloigne du pays. Il n'y avait pas encore de cour pénale internationale, il n'y avait pas de prison, mais c'était des sortes de prisons dans lesquelles ils étaient bien souvent maintenus. Ouais. Mais est-ce qu'aussi le fait d'avoir mis en place la CPI quelque part par les Nations Unies, c'est pas parce qu'on voit en Afrique ce genre de massacre à grande échelle, les chefs africains aussi, des fois, la plupart d'entre eux sont au pouvoir pendant 10 ans, 15 ans. Mais c'est vrai que... Il y a des problèmes quand même. Bien sûr, mais écoutez, moi je suis victime d'exactions. Mais moi j'étais par exemple de ceux qui ont milité pour la création de la CPI. Tous. On s'est dit, il faut mettre fin à l'impunité, mettre fin justement aux dictatures, empêcher que la férocité de certains dirigeants ne soit pas du tout, comment dirais-je, dépourvue de toute de réaction, etc., etc. Mais cela dit, il s'est révélé qu'au fond, c'est-à-dire que toutes les procédures en cours concernent les Africains. Attendez, la Tchétchénie, elle est où? L'Afghanistan, elle est où? L'Irak en 2003, après 2003, la Palestine, tout ça, où c'est? Où est la Cour pénale internationale? Il n'y a que les Africains, pour une raison extrêmement simple, parce qu'il y a des grandes puissances qui les tiennent sous tutelle, tout simplement. Est-ce que ce n'est pas aussi la faute des chefs africains qui acceptent aussi d'être sous la tutelle occidentale? Mais je pense franchement qu'il y aura, enfin je l'espère, une réaction des États africains. Vous avez vu comme moi qu'il y a des chefs d'État en fonction et même qui ont quitté le pouvoir, qui ont signé une pétition de soutien à Gbagbo. Ça fait du bruit, ça commence à bouger. Franchement, ce n'est pas lui qui démarche ces chefs d'État. Ces chefs d'État se rendent bien compte qu'il y a deux poids, deux mesures dans cette institution qui s'appelle la Cour pénale internationale, qui semble avoir pour vocation de suivre à la trace, en quelque sorte, les régimes politiques africains et éventuellement les sanctionner par l'envoi à La Haye de certains de leurs dirigeants, qui dégagerait bien sûr la voie à ceux qui voudraient, par exemple, empêcher que les grandes puissances puissent évoluer, se mouvoir tranquillement dans la plupart des États africains. Oui, mais certaines grandes puissances ont refusé de signer la CPI, comme par exemple les États-Unis qui ont refusé de le signer pour dire qu'on ne juge pas nos militaires, qu'on ne juge pas aussi nos dirigeants. Oui, mais les chefs africains, c'est eux-mêmes qui ont signé. Non, mais seulement le paragraphe. Qui ont accepté de signer. Oui, mais Alassane, Samba Diop, les États-Unis s'en fichent. Oui, CPI ou pas CPI, ils sont au Conseil de sécurité. Tout en n'étant pas membres du Conseil de sécurité, tout en n'étant pas membres de la CPI, ils sont au Conseil de sécurité, membres permanents, ils peuvent à tout moment demander à la Cour pénale de se saisir d'une affaire. Ça s'est passé pour le Darfour. Ça s'est passé pour le Darfour, ce sont les États-Unis qui ont actionné la Cour pénale internationale alors qu'ils n'en sont pas membres. Ils n'ont pas voulu en être membres. Et vous avez raison, à l'époque, pour bien se prémunir contre une éventuelle intrusion dans leur affaires et dans leur souveraineté, les États-Unis avaient signé de nombreux accords avec les pays africains qui garantissaient l'impunité, en tout cas la liberté de circulation de ceux qui seraient éventuellement poursuivis, par exemple, par la Cour pénale internationale. Est-ce qu'au fond, la CPI ne traduit pas quelque part aujourd'hui ce qu'on appelle les rapports de force dans les relations internationales? Bien sûr, bien sûr. Quand je dis le système des relations internationales, elle est intégrée à ce système. Ce n'est pas une cour indépendante, elle est en plein dedans. Vous avez quoi? Il y a une assemblée des États partis de la Cour qui réunit tous les États signataires du traité. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est que, au fond, bien évidemment, il y a cette contradiction fondamentale, c'est que on dit qu'on doit faire ça, mais en réalité, on ne donne pas véritablement les moyens à cette Cour pénale internationale de garantir son indépendance et son impartialité. C'est son indépendance et son impartialité qui sont aujourd'hui sérieusement mises en cause. C'est une cour qui est
malheureusement dépendante, j'ai envie de dire, idéologiquement et politiquement, des grandes puissances. On le voit d'ailleurs, c'est pas compliqué, dans le cas de la Côte d'Ivoire, ça s'est vu, ça s'est vérifié aussi dans le cas de, si vous voulez, du Soudan, hein, à propos du Darfour. C'est que, et même de la Libye, c'est-à-dire les résolutions du Conseil de sécurité qui condamnent notamment l'usage des armes lourdes contre les populations civiles, vous vous souvenez? On l'a vu, je crois que c'est une résolution d'avril, il me semble, 2011, dans le cas de la Côte d'Ivoire. On se sert de celle-ci, cette résolution, en disant, attendez, il faut détruire les armes lourdes, donc on déploie l'armée, et dans le même temps, non seulement on déploie l'armée pour éliminer les armes lourdes, mais on doit protéger les populations civiles. Les populations civiles, qu'est-ce qu'on fait? On embarque les auteurs, les prétendus, ou les auteurs en tout cas présumés, être ce qu'ils sont par occasion, tout simplement, de ces grandes puissances. Albert Bourgi, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM à question directe. Vous êtes professeur émérite de droit public, que nous parlions avec vous du procès Laurent Gbagbo qui va s'ouvrir dans quelques jours à La Haye, et surtout du système des Nations Unies et du fonctionnement de la CPI, qui est de plus en plus contesté par beaucoup d'hommes libres en Afrique, et même de certains chefs d'Afrique qui ne comprennent pas deux poids, deux mesures que fait la CPI. Merci, au revoir.